J'étais la seule enfant qui s'est occupée de mon père malade dans ces derniers jours. Dans le testament, mon frère a reçu son entreprise de plusieurs millions, j'ai reçu la ferme délabrée. Mon frère s'est moqué de moi, tu aurais dû mieux t'occuper de lui. Alors l'avocat a dit, en fait. Mon frère a blêmi en entendant la suite. Je m'appelle Alice et j'ai 32 ans. Il y a 3 jours, j'ai enterré mon père et découvert qu'être la bonne fille ne signifie apparemment absolument rien quand les avocats commencent à lire les testaments. J'étais la seule à être restée. Pendant que mon frère Robert construisait son empire à Manhattan, j'étais ici à Millfield, changeant les bouteilles d'oxygène de papa et le conduisant à ses rendez-vous de chimiothérapie. Le cancer a mis 2 ans à le tuer, et j'ai passé chaque jour de ces 2 années à le voir s'éteindre. Tu aurais dû mieux t'occuper de lui, m'a lancé Robert avec un sourire en coin de l'autre côté du bureau en acajou de l'avocat, tout en redressant sa cravate à $1000. Peut-être qu'alors il aurait vu ta vraie valeur. Je n'ai rien dit. 20 ans de pratique m'avaient appris que répondre à Robert ne faisait que l'encourager. Puis Monsieur Mitchell, l'avocat de papa, s'est raclé la gorge et a prononcé 2 mots qui m'ont glacé le sang. En fait, Robert. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, quand tout ce gâchis a vraiment commencé. Papa avait ce qu'il appelait de « bonjour », ce qui signifiait qu'il pouvait s'asseoir sans aide et finir un bol de soupe. Ce mardi matin de mars, je l'ai trouvé dans son bureau, fixant une pile de documents juridiques. « Alice, ma chérie, dit-il, sa voix portant encore cette intonation rauque due au traitement. Assieds-toi. Nous devons parler. » Je me suis perché sur le bord de son fauteuil en cuir usé, le même où il me lisait des histoires avant de dormir il y a 25 ans. Maintenant, il sentait le médicament et le regret. « Je sais ce que tu as sacrifié pour moi, » continua-t-il, ses mains burinées tremblant légèrement alors qu'il attrapait les miennes. « Ton travail à Boston, ce garçon que tu voyais, toute ta vie. » Papa, ne. Laisse-moi finir. Sa prise se resserra. Robert pense qu'il a droit à tout parce qu'il a réussi. Parce qu'il est le fils qui a fait quelque chose de sa vie. Le rire de papa se transforma en une quinte de tout qui le laissa haletant. Mais le succès ne se résume pas à l'argent, ma chérie. Je lui tendis son verre d'eau, le regardant lutter pour reprendre son souffle. L'homme qui m'avait autrefois porté sur ses épaules disparaissait un peu plus chaque jour. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur notre situation familiale, murmura-t-il, jetant un coup d'œil vers la porte comme si Robert pouvait se matérialiser à tout moment. Quelque chose de compliqué que j'ai géré seul. Mon cœur fit un bond. Papa m'avait toujours protégé des problèmes d'affaires de la famille. Je ne peux pas tout te dire pour l'instant, dit-il d'un ton pressant. Mais promets-moi, quoi qu'il arrive après ma mort, ne laisse pas Robert prendre de décisions importantes concernant les biens de la famille sans consulter d'abord Monsieur Mitchell. Il y a des choses que Robert ne sait pas, des choses qui pourraient tout détruire si elles étaient mal gérées. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, nous avons entendu la BMW de Robert vrombir dans l'allée. Papa a rapidement remis les papiers dans une enveloppe manille. Promets-moi, Alice, va d'abord voir Monsieur Mitchell avant d'accepter quoi que ce soit. J'ai promis à papa. 2 semaines plus tard, il était parti. Les funérailles étaient tout ce que Robert voulait et rien de ce que papa aurait choisi. Des fleurs chères, une réception avec traiteur, et une bande de ses associés de Manhattan qui n'avaient jamais rencontré notre père, mais qui sont venus quand même parce que le réseautage ne s'arrête pas pour le deuil. Je me tenais au fond du salon de notre enfance, regardant Robert animer la foule comme s'il se présentait à la mairie. 3 ans à m'occuper de papa et personne ne m'a demandé comment j'allais. Au lieu de cela, j'ai eu droit à des tapes condescendantes sur l'épaule et des commentaires sur la noblesse de mon geste d'être resté pour aider. Alice a toujours été la sensible, ai-je entendu Robert dire à une femme dans une robe de créateur. Elle n'a jamais eu beaucoup d'ambition, mais elle a un bon cœur. La sensible. C'était la façon préférée de Robert de me rabaisser, comme si mes sentiments étaient un défaut de caractère au lieu de la raison pour laquelle j'étais celle qui changeait les draps de papa à 3 heures du matin. Madame Henderson, la voisine, m'a trouvé caché dans la cuisine, fixant un évier plein de plats à gratin sale. Votre père parlait de vous constamment, dit-elle, séchant une assiette avec des mains qui avaient préparé des biscuits pour toutes les fêtes de mon enfance. Toujours si fier de la façon dont vous vous occupiez de lui.
Il disait que vous étiez plus forte que n'importe qui dans la famille ne le réalisait. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quelle insulte de Robert. Quand est-ce que quelqu'un d'autre que papa m'avait jamais vu comme forte? Il a aussi dit, continua tranquillement Madame Henderson, que vous aviez la sagesse de gérer des situations compliquées mieux que des gens de 2 fois votre âge. Cette nuit-là, après le départ du dernier visiteur et que Robert se soit retiré dans sa chambre d'hôtel parce que rester dans la maison de papa aurait été trop déprimant, je me suis assise seule dans le salon. Le silence semblait plus lourd que tout le bruit de la réception. Je me suis souvenu des derniers mots de papa sur le fait de consulter d'abord Monsieur Mitchell. Il y avait une urgence dans sa voix que je ne commençais à comprendre que maintenant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les contacts de papa jusqu'à ce que je trouve le numéro de l'avocat. Même s'il était presque minuit, j'ai envoyé un texto. Monsieur Mitchell, c'est Alice Hartwell. Papa a dit que je devais vous parler avant de prendre toute décision concernant les affaires familiales. Pourrions-nous nous rencontrer cette semaine? La réponse est arrivée en quelques minutes. Alice, j'attendais votre appel. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à 14 heures? Il y a des choses que votre père voulait que vous sachiez et que nous ne pouvions pas discuter pendant que Robert s'occupait des arrangements funéraires. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de papa. Il y a des choses que Robert ne sait pas. Des choses qui pourraient tout détruire si elles étaient mal gérées. Quelles choses? Qu'est-ce qui pouvait bien être si compliqué que papa ne pouvait pas le partager avec ses 2 enfants? J'avais le sentiment que la réunion de demain avec Monsieur Mitchell allait changer tout ce que je pensais savoir sur notre famille. Le cabinet d'avocats sentait les vieux livres et les secrets soigneusement gardés. Monsieur Mitchell avait été l'avocat de papa pendant 30 ans, et son visage buriné portait le poids de chaque crise familiale qu'il avait aidé à surmonter. Alice, dit-il en désignant le fauteuil en face de son bureau. Votre père m'a donné des instructions très précises concernant cette conversation. Il était assez inquiet de la réaction de Robert face à la situation financière de la famille. Quelle situation financière, demandai-je, confuse. Je gère les comptes de papa depuis 2 ans. L'entreprise de construction se porte bien. Monsieur Mitchell hocha la tête d'un air sombre. C'est en partie ce que votre père voulait que je vous explique. Le succès de l'entreprise de construction repose sur du temps emprunté, et Robert n'a aucune idée de la précarité de la situation. Il ouvrit un dossier épais et étala des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Il y a 15 ans, votre père a discrètement loué les droits miniers de la ferme de votre famille à la Mountain View Mining Corporation. Le bail fournissait un revenu stable qui lui a permis d'étendre l'entreprise de construction sans contracter de dettes dangereuses. Je fixai les contrats, essayant de traiter cette information. Des droits miniers? Quel genre de minéraux? Au départ, rien de particulièrement précieux. Mountain View payait une modeste redevance annuelle pour le droit de mener des études géologiques. Votre père a utilisé cet argent à bon escient. Il a maintenu l'entreprise à flot pendant les ralentissements économiques et lui a permis d'éviter le genre d'investissements risqués qui détruisent les entreprises familiales. Monsieur Mitchell sortit une autre série de documents. Cependant, il y a 4 ans, votre père a découvert que son partenaire commercial, Vincent Torres, détournait systématiquement de l'argent de l'entreprise. Torres volait depuis près de 3 ans avant que votre père ne le surprenne. Mon estomac se noie. Je n'avais jamais entendu le nom de Vincent Torres. Votre père a passé des mois à documenter le vol et à monter un dossier. Mais au lieu d'engager des poursuites pénales, il a fait un autre choix. Il a utilisé la peur de Torres d'être poursuivi pour le forcer à quitter complètement l'entreprise. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait arrêter? Parce que, dit tranquillement M. Mitchell, Torres a menacé de révéler l'accord de bail minier à Robert et a prétendu que votre père avait caché des actifs à sa propre famille. Votre père a réalisé que Robert exigerait immédiatement de liquider les droits miniers, ce qui aurait déclenché des clauses de résiliation anticipée et coûté à la famille des millions en revenus futurs. L'image devenait plus claire et plus troublante. Papa a racheté les parts de Torres pour protéger le bail. Exactement. Cela lui a coûté près de 2 millions de dollars, de l'argent qu'il a emprunté sur les futurs paiements du bail. C'est pourquoi l'entreprise de construction a eu des difficultés ces derniers temps. Votre père a sacrifié la stabilité à court terme pour protéger la sécurité de la famille à long terme. Monsieur Mitchell attrapa un autre dossier. Mais il y a plus, Alice. Il y a 3 mois, Mountain View a terminé son étude géologique complète. Ils ont trouvé d'importants gisements de terres rares,
des minéraux essentiels à la fabrication de produits électroniques et d'énergie renouvelable. Il me tendit une lettre portant le logo de Mountain View Mining. Il propose d'acheter le terrain et les droits miniers pour 65 millions de dollars, plus des redevances sur les matériaux extraits au cours des 25 prochaines années. Je ne pouvais plus respirer. 65 millions de dollars. Votre père savait que cette offre arrivait, continua Monsieur Mitchell, c'est pourquoi il a restructuré son testament il y a 6 mois. Il a réalisé que Robert voudrait vendre immédiatement et partager l'argent, mais votre père croyait que les paiements de redevances fourniraient une meilleure sécurité à long terme pour la famille. Donc, Robert n'est au courant de rien de tout ça. Robert sait que Torres a été racheté, mais il pense que ce n'était qu'un désaccord commercial normal. Il n'a aucune idée du détournement de fonds, des droits miniers, ou de l'offre minière. Monsieur Mitchell me regarda sérieusement. La plus grande crainte de votre père était que Robert prenne des décisions impulsives concernant les biens de la famille sans en comprendre toute la valeur ou la complexité. J'ai pensé aux commentaires de Robert lors des funérailles. Tu aurais dû mieux t'occuper de lui. Quand a lieu la lecture du testament? Ai-je demandé. Demain à 10 heures. Alice, je veux que vous compreniez que votre père a structuré son testament très soigneusement pour vous protéger, vous et Robert, de commettre des erreurs coûteuses. Mais Robert pourrait ne pas le voir de cette façon au début. Avez-vous déjà découvert que tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille n'était que la surface d'une histoire bien plus profonde? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La lecture du testament était prévue pour le lendemain matin, mais Robert est arrivé 1 heure en avance avec 2 avocats que je n'avais jamais vus auparavant. Alice, dit-il, sa voix portant ce ton qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à m'expliquer pourquoi j'avais tort sur quelque chose. J'ai réfléchi à la succession de papa, et il y a certaines préoccupations que nous devons aborder. Monsieur Mitchell sortit de son bureau, observant l'entourage juridique de Robert avec un déplaisir évident. Robert, nous en avons discuté hier. La lecture du testament est à 10 heures comme prévu. En fait, dit l'un des avocats de Robert, une femme au visage anguleux dans un costume cher, nous aimerions examiner toute modification récente du testament de Monsieur Hartwell avant la lecture formelle. Notre client a des raisons de croire qu'il y a pu y avoir des modifications faites pendant une période où le jugement de son père était altéré par les médicaments. Je sentis mon visage rougir de colère. Il suggérait déjà que papa n'était pas compétent lorsqu'il a pris ses dernières décisions. C'est intéressant, dit calmement Monsieur Mitchell, parce que Frank avait anticipé cette préoccupation. Il tendit une enveloppe scellée à l'avocate de Robert. Évaluation psychiatrique du docteur Sarah Chen datée d'il y a 4 mois. Elle a confirmé que le père de votre client était tout à fait mentalement compétent et spécifiquement capable de prendre des décisions juridiques complexes. L'avocate au visage anguleux parcourut le document, son expression confiante vacillant légèrement. De plus, continua Monsieur Mitchell, Frank m'a demandé de documenter ses raisons pour toute modification de testament qu'il a faite. Voudriez-vous entendre cet enregistrement? Robert se déplaça inconfortablement sur sa chaise. Enregistrement. Monsieur Mitchell appuya sur lecture sur un enregistreur numérique. La voix de papa remplit la pièce, faible mais absolument claire. Ici Frank Hartwell, parlant de ma propre volonté le 15 mars. Je modifie mon testament parce que j'ai découvert des informations sur les finances de la famille que mon fils Robert ne comprend pas. J'ai aussi appris que Robert a été en communication avec Vincent Torres, bien qu'il ne sache pas que Torres a détourné de l'argent de notre entreprise familiale. Le visage de Robert devint pâle. Quoi? Papa, je n'ai jamais. Monsieur Mitchell mit l'enregistrement en pause. Voudriez-vous que je continue, Robert? Votre père a documenté plusieurs conversations où vous avez mentionné Torres comme un consultant potentiel pour développer l'entreprise après votre héritage. Je ne savais pas que Torres avait volé quoi que ce soit, protesta Robert. Il m'a contacté il y a des mois avec des propositions commerciales intéressantes. Comment étais-je censé savoir? Parce que, interrompit Monsieur Mitchell, votre père a essayé de vous avertir, mais vous avez constamment rejeté ses préoccupations comme étant de la confusion due aux analgésiques. Il a 15 heures de conversation enregistrées documentant vos réponses. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Robert. Monsieur Mitchell ouvrit le testament et commença à lire. À mon fils, Robert, qui a prouvé son sens des affaires à New York, je lègue mon entreprise de construction, y compris tous les actifs, l'équipement et les contrats en cours. Cependant, cet héritage s'accompagne d'une restriction de gestion de 5 ans que Robert a précédemment acceptée par écrit,
empêchant toute vente ou fusion des actifs de l'entreprise. Robert avait l'air confus. Quelles restrictions de gestion? Les documents de planification successorale que vous avez signés l'année dernière, dit Monsieur Mitchell. Vos avocats vous ont conseillé que c'était de la paperasse standard, mais vous avez en fait accepté une période de stabilisation de 5 ans pour tout actif commercial hérité. Je regardais les avocats de Robert chuchoter frénétiquement entre eux en examinant les papiers de leur mallette. À ma fille, Alice, continua Monsieur Mitchell, qui a fait preuve d'une loyauté inébranlable et d'un jugement sûr. Je lui lègue la ferme familiale et toutes les propriétés associées, y compris les droits miniers et tout accord commercial connexe. Le silence s'étira entre nous comme un gouffre. C'est tout. La voix de Robert craqua. Elle obtient une ferme délabrée et moi, une entreprise que je ne peux même pas vendre. En fait, Robert, dit Monsieur Mitchell, et quelque chose dans son ton nous fit tous les deux nous figer. Il y a autre chose que votre père voulait que vous compreniez tous les deux sur la situation financière de la famille. Monsieur Mitchell sortit de son bureau le dossier que j'avais vu la veille, celui contenant les contrats miniers et les études géologiques. Alice, dit-il, votre héritage comprend plus que la simple ferme. La propriété s'étend sur 47 acres, y compris les droits miniers que votre père a loués à Mountain View Mining il y a 15 ans. Il étala l'étude géologique sur son bureau. Le contour familier des terres de notre famille était couvert de notations techniques et de zones colorées indiquant des gisements minéraux. Robert, continua M. Mitchell, votre père a gardé le bail minier privé parce qu'il savait que vous voudriez le liquider immédiatement pour de l'argent rapide. Il croyait, à juste titre, s'est-il avéré, que la patience serait plus rentable pour la famille à long terme. Robert se pencha en avant, étudiant les documents avec un intérêt croissant. De quelle rentabilité parle-t-on? Il y a 3 mois, Mountain View a terminé son étude complète. Ils ont trouvé des gisements substantiels de terres rares, des minéraux essentiels à la fabrication de produits électroniques et d'énergie renouvelable. Monsieur Mitchell sortit la lettre d'offre officielle. Ils sont prêts à acheter les droits miniers pour 65 millions de dollars, plus des redevances estimées entre 15 et 20 millions sur les 25 prochaines années. Je regardais le visage de Robert passer par la confusion, l'incrédulité, puis une cupidité calculatrice. 85 millions de dollars, dit-il lentement. Pour la propriété d'Alice. Pour la propriété que papa a spécifiquement laissée à Alice, je corrigeai. L'expression de Robert se durcit. Alice, tu ne penses pas sérieusement que tu es capable de gérer des négociations d'une telle valeur. Cela nécessite une expertise commerciale sophistiquée que tu n'as tout simplement pas, et voilà, le même ton condescendant qu'il avait utilisé toute notre vie. Ce que j'ai, dis-je doucement, c'est la confiance de papa. Il a choisi de me donner cette responsabilité pour une raison. Parce que tu étais là à le manipuler pendant qu'il était malade, lança Robert, sa façade d'homme d'affaires se fissurant enfin. Tu l'as isolé de la famille et tu l'as convaincu de changer son testament en ta faveur. Robert, interrompit Monsieur Mitchell, je dois vous montrer autre chose. Il sortit un autre dossier, celui-ci contenant les preuves que papa avait compilées sur le détournement de fonds de Torres. Votre père n'a pas seulement documenté le vol de Torres à des fins juridiques. Il a également documenté vos communications avec Torres au cours de l'année écoulée. Monsieur Mitchell tendit à Robert une pile de mets imprimés. Chaque message où vous discutiez de la modernisation de l'entreprise, de l'apport d'une nouvelle expertise et de la maximisation des opportunités post-héritage. Robert lut les emails, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque page. Torres vous a fourni des informations et des stratégies commerciales pendant des mois, continua Monsieur Mitchell. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ces mêmes stratégies sont identiques à celles qu'il a utilisées pour détourner de l'argent de cette autre entreprise familiale au cours des 15 dernières années. M. Mitchell ouvrit un autre dossier, révélant un rapport de police et des coupures de presse. Vincent Torres fait actuellement l'objet d'une enquête du FBI pour avoir ciblé des entreprises familiales lors de périodes de transition ou de crise. La décision de votre père de le racheter plutôt que de le poursuivre en justice a été la seule chose qui a empêché Torres de détruire notre entreprise de construction comme il a détruit les autres. Robert regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Vos conversations avec Torres n'étaient pas accidentelles, Robert. Il vous a spécifiquement ciblé parce qu'il savait que vous finiriez par hériter de l'entreprise et il se positionnait pour regagner l'accès aux actifs familiaux par votre intermédiaire. Je me sentis mal. Pendant que je me concentrais sur les soins médicaux de papa, Robert avait, sans le savoir, prévu de livrer notre entreprise familiale à un criminel de carrière.
Je ne savais pas, murmura Robert. Non, acquiesça Monsieur Mitchell. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais posé les bonnes questions. Votre père a essayé de vous avertir de Torres à plusieurs reprises, mais vous avez rejeté ses préoccupations comme étant de la confusion due aux analgésiques. Monsieur Mitchell joua un autre enregistrement, celui-ci de la voix de Robert lors d'un appel téléphonique avec papa. Papa, tu te prends la tête avec cette situation de Torres. Vincent a des idées novatrices sur l'expansion dans le développement commercial. Il est peut-être temps de laisser tomber les vieilles rancunes et de se concentrer sur les opportunités de croissance. Et la réponse lasse de papa. Fils, si tu savais ce que je sais sur Vincent, tu comprendrais pourquoi c'est impossible. Mais vous n'avez jamais voulu savoir ce qu'il savait, dit Monsieur Mitchell à Robert. Vous vouliez juste hériter et faire des changements. La pièce tomba dans le silence alors que toute l'étendue de la quasi-catastrophe de Robert devenait claire. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Monsieur Mitchell me tendit une carte de visite. Vous avez des décisions à prendre concernant l'offre minière, Alice. Mais vous avez le temps de les prendre soigneusement, avec les conseils appropriés. Il regarda Robert. Et vous avez une entreprise de construction à gérer de manière responsable pour les 5 prochaines années. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de papa, essayant de digérer tout ce que j'avais appris. L'enveloppe manille qu'il avait scellée des mois auparavant était toujours dans le tiroir de son bureau, marquée de mon nom de sa main soignée. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre écrite de l'écriture tremblante qu'il avait développée au cours de ces derniers mois. Ma très chère Alice, si tu lis ceci, cela signifie que la lecture du testament s'est déroulée comme je l'avais prévu, avec Robert en colère et toi confuse quant à la raison pour laquelle je t'ai confié une si énorme responsabilité. Je veux que tu comprennes que ma décision n'était pas de t'aimer plus que ton frère. Il s'agissait de te faire confiance pour gérer la complexité sans laisser la cupidité l'emporter sur le bon jugement. Robert a de nombreuses qualités, mais la patience n'en fait pas partie. S'il avait hérité des droits miniers, il les aurait vendus immédiatement et aurait dépensé l'argent pour développer l'entreprise ou investir dans de nouvelles entreprises. En 5 ans, l'argent aurait disparu, et notre famille n'aurait rien à montrer de cette opportunité unique dans une vie. Toi, d'un autre côté, tu as passé toute ta vie à penser aux conséquences à long terme. Quand tu avais 10 ans et que tu as économisé ton argent de Noël pendant 6 mois pour acheter un cadeau d'anniversaire spécial à ta mère, j'ai su que tu comprenais quelque chose que Robert n'a jamais appris. La différence entre vouloir quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Cet argent minier n'est pas quelque chose dont tu as besoin en ce moment, Alice. Mais un jour, quand tu seras prête à fonder une famille, ou quand tu trouveras un but qui nécessite des ressources, ou quand les enfants de Robert auront besoin d'aide pour l'université, cet argent sera là parce que tu l'auras préservé. La situation avec Torres est plus compliquée que ce que j'ai pu expliquer lors de la lecture du testament. Robert ne sait pas seulement pour le détournement de fonds. Il cultive activement une relation avec Torres depuis plus d'1 an. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois quand j'ai réalisé ce qui se passait. Torres a soigneusement manipulé Robert, lui fournissant des idées commerciales et des stratégies qui semblent novatrices, mais qui sont en fait conçues pour donner à Torres l'accès aux actifs de notre entreprise une fois que Robert aura hérité. Le rapport du détective est dans le coffre-fort du sous-sol. La combinaison est l'anniversaire de ta mère. Ce que tu y trouveras te choquera, mais cela t'aidera aussi à comprendre pourquoi j'ai dû structurer le testament de cette manière. Robert n'est pas seulement naïf à propos de Torres. Il a déjà accepté de ramener Torres en tant que consultant principal dès qu'il prendra le contrôle de l'entreprise. Torres l'a convaincu que je l'avais injustement évincé et qu'il avait des relations précieuses qui pourraient doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise. La vérité est que Torres vit d'argent emprunté depuis 3 ans, se cachant des familles dont il a détruit les entreprises et planifiant son retour par l'intermédiaire de notre famille. Je ne pouvais pas laisser cela se produire, Alice. Pas seulement pour nous, mais pour les 12 employés qui dépendent de cette entreprise et les clients qui nous font confiance pour mener à bien leur projet honnêtement. L'argent minier te donne des options, mais il te donne aussi des responsabilités. Utilise-le à bon escient. Aide Robert à comprendre ce que signifie vraiment la famille. Pas seulement partager les bénéfices, mais se protéger mutuellement de commettre des erreurs catastrophiques. Il y a encore une chose que tu dois savoir. M. Mitchell a pour instruction de contacter le FBI si Torres tente de rétablir le contact avec notre famille après ma mort. Torres n'est pas encore au courant de l'argent minier. Mais quand il le découvrira, il deviendra désespéré de réclamer une part. Sois prudente, ma chérie.
Sois intelligente. Et souviens-toi que parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de laisser quelqu'un prendre une décision qui le détruira. Je suis fier de ce que tu es devenue, Alice. Pas seulement parce que tu t'es occupée de moi, mais parce que tu t'es toujours occupée de ce qui compte le plus. Le coffre-fort du sous-sol contient également des documents juridiques qui te protégeront si Robert essaie de contester le testament. J'espère que tu n'en auras jamais besoin, mais ton frère a toujours été meilleur en affaires qu'à accepter la défaite avec grâce. Je vous aime tous les deux, mais je te fais confiance pour faire ce qui est juste pour tout le monde. Papa. J'ai plié la lettre soigneusement et je suis allé au sous-sol. Derrière le vieux chauffe-eau, exactement là où papa l'avait dit, se trouvait un coffre-fort que je n'avais jamais remarqué pendant toutes mes années dans cette maison. J'ai tapé l'anniversaire de maman, 0814, et la serrure s'est ouverte d'un clic. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers, le casier judiciaire de Torres, la preuve de son contact continu avec Robert, et un document juridique qui changerait tout si j'avais un jour besoin de l'utiliser. Mais c'est le 4e élément qui m'a fait sursauter. Une note manuscrite de Robert, datée de seulement 2 semaines, acceptant la proposition de Torres de restructurer l'entreprise familiale pour une efficacité et un profit maximum. Mon frère n'avait pas seulement prévu de ramener Torres en tant que consultant. Il avait prévu de vendre l'entreprise de notre père au groupe d'investissement de Torres dès qu'il en hériterait. Papa ne m'avait pas seulement protégé avec son testament. Il avait protégé Robert de la destruction de tout ce que notre famille avait construit. 2 jours après la lecture du testament, Robert a frappé à ma porte d'entrée à 7 heures du matin. Je pouvais voir par la fenêtre qu'il était assis dans sa voiture dans mon allée depuis au moins 1 heure. Prenant son courage pour cette conversation. Alice, dit-il quand j'ouvris la porte, nous devons parler. Vraiment parler, sans avocat, sans enregistrement, sans rien de tout ça. Je le laissai entrer dans la cuisine et préparer du café pendant qu'il s'asseyait à notre table de petit déjeuner d'enfance, semblant plus petit d'une manière ou d'une autre que dans le bureau de Monsieur Mitchell. J'ai réfléchi à tout ce que papa a dit sur Torres, sur l'entreprise, commença-t-il. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée que Vincent était un criminel. Je te crois, dis-je, et je le pensais. Robert était beaucoup de choses, arrogant, condescendant, égoïste, mais il n'était pas malveillant. Il avait été manipulé par quelqu'un de beaucoup plus expérimenté en matière de tromperie. Le fait est, continua Robert, que j'ai regardé les livres de l'entreprise de construction depuis la lecture du testament. Vraiment regardé, pas seulement jeter un coup d'œil au rapport de synthèse que papa m'envoyait. Il sortit un dossier de documents financiers. Papa a emprunté sur les revenus futurs pour racheter Torres, mais il a aussi profité de cette situation pour restructurer la dette de l'entreprise et éliminer certains contrats risqués qui auraient pu nous mettre en faillite lors de la prochaine récession économique. La voix de Robert portait une note d'admiration réticente. Il ne nous protégeait pas seulement de Torres. Il nous protégeait de mon impatience. C'était l'analyse la plus réfléchie que j'ai jamais entendue de la part de Robert sur la situation de notre famille. Alice, je veux te proposer quelque chose et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de répondre. J'acquiesçai, curieuse malgré moi. Garde les droits miniers. Gère les négociations avec Mountain View comme tu le juges préférable. Mais laisse-moi t'acheter la ferme pour sa juste valeur marchande. Je veux revenir à Millfield et diriger l'entreprise de papa comme il l'aurait voulu. Je clignai des yeux, surprise. Tu veux quitter New York? J'y ai réfléchi aussi. Robert passa ses mains dans ses cheveux, un geste que je me souvenais de notre enfance lorsqu'il travaillait sur un problème difficile. Mon entreprise à Manhattan a du succès, mais ce n'est pas satisfaisant. J'enrichis des gens riches, mais je ne construis rien qui compte. Il désigna la cuisine de notre mère avec ses comptoirs usés et ses chaises dépareillées. L'entreprise de papa emploie 12 personnes qui vivent dans cette communauté. Elle construit des maisons et des bâtiments commerciaux qui seront là pour des générations. Quand papa est mort, 3 clients différents sont venus aux funérailles pour me dire à quel point il était honnête et fiable. La voix de Robert se cassa légèrement. Quand est-ce que quelqu'un a dit ça de mon travail à New York pour la dernière fois? J'étudiais le visage de mon frère, cherchant des signes de la manipulation ou du calcul qui avait défini notre relation pendant si longtemps. Au lieu de cela, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis que nous étions enfants. Une véritable incertitude. Et ton appartement à Manhattan? Tes clients là-bas? Je peux gérer la plupart de mes projets actuels à distance, et je ne prends pas de nouveaux clients. Je veux apprendre à diriger correctement l'entreprise de papa avant la fin de la période de restriction de 5 ans.
Il me regarda droit dans les yeux. Alice, j'ai eu tort sur presque tout, sur Torres, sur le jugement de papa, sur tes capacités. Je ne veux pas avoir tort sur ça aussi. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais reçue de Robert. La ferme n'est pas à vendre, dis-je enfin. Son visage s'affaissa. Mais avant qu'il ne puisse répondre, je continuai, mais tu peux vivre ici pendant que tu apprends le métier. La chambre de papa est trop douloureuse pour que j'y entre de toute façon, et cette maison est trop grande pour une seule personne. Robert me regarda fixement. Tu me laisserais revenir à la maison. À une condition, dis-je. Plus de secrets. Plus de plans sans se parler d'abord. Si quelqu'un t'approche au sujet d'opportunités commerciales ou d'investissement, tu me le dis. Si j'envisage des décisions importantes concernant l'argent de la mine, je te le dis. Nous sommes une famille, Robert. Il est temps que nous commencions à agir comme tels, les yeux de mon frère se remplirent de larmes. La première émotion sincère que j'avais vue de sa part depuis que nous étions enfants. Alice, je ne mérite pas, il ne s'agit pas de ce que tu mérites, interrompis-je. Il s'agit de ce dont notre famille a besoin. Papa a passé ces 2 dernières années à nettoyer des dégâts et à nous protéger de catastrophes que nous ne savions même pas venir. Le moins que nous puissions faire, c'est d'essayer de prendre soin les uns des autres à l'avenir. Robert hocha la tête, incapable de parler. Cet après-midi-là, nous sommes allés ensemble au bureau de M. Mitchell pour discuter des détails pratiques de la transition de Robert à Millfield. C'était étrange mais juste, de faire des plans en tant que partenaire au lieu d'adversaire. Mais en quittant le bureau de l'avocat, j'ai remarqué une voiture familière qui nous suivait à distance. Quand je l'ai signalé à Robert, son visage est devenu pâle. C'est la voiture de Vincent, dit-il. Torres était de retour, et il avait clairement appris l'existence de l'argent de la mine. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu, mais quelque chose me disait de répondre. Madame Hartwell, ici Vincent Torres. Je crois que nous devons avoir une conversation au sujet de votre récente manne. Sa voix était douce, confiante, exactement ce que j'attendais de quelqu'un qui avait passé des années à manipuler les gens. Monsieur Torres, dis-je en mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Robert puisse entendre. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. Oh, je pense que si. Voyez-vous, j'ai suivi les développements de la succession de votre père, et je crains que vous ne compreniez pas pleinement la complexité de ce à quoi vous êtes confronté. Robert secouait la tête frénétiquement, articulant silencieusement, ne discute pas avec lui. Mais j'étais curieuse d'entendre le baratin de Torres. Je vous écoute, dis-je. Gérer un accord sur les droits miniers de plusieurs millions de dollars nécessite une expertise que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. L'industrie minière est connue pour profiter des propriétaires inexpérimentés. Sans une représentation adéquate, vous pourriez facilement perdre des millions à cause de conditions contractuelles défavorables. Et vous proposez de m'aider par pure bonté de cœur. Torres ricana. Rien n'est gratuit en affaires, Madame Hartwell. Je facturerai des honoraires de consultation standard, disons 15% de votre règlement final. C'est beaucoup moins que ce que la plupart des cabinets factureraient, et je vous garantis que vous vous retrouverez avec beaucoup plus d'argent que si vous essayez de gérer cela seul. 15% de 80 millions de dollars. 12 millions de dollars pour Torres, juste pour s'être montré. C'est une offre très généreuse, dis-je. Mais je pense que je peux me débrouiller seul. Madame Hartwell. La voix de Torres se durcit. Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous refusez. J'ai 15 ans d'expérience dans les négociations sur les droits miniers. J'ai des relations dans toute l'industrie. Je sais quelles entreprises sont dignes de confiance et lesquelles vous escroqueront. Comme vous avez escroqué mon père. La ligne resta silencieuse un moment. Puis Torres rit, un son qui me fit froid dans le dos. Votre père vous a raconté sa version de notre désaccord commercial. Je vois. Ce qu'il n'a probablement pas mentionné, c'est que j'ai des documents sur des décisions financières très discutables qu'il a prises au fil des ans. Des décisions que le fisc pourrait trouver intéressantes. Mon sang se glaça. Torres menaçait de dénoncer papa au fisc, ce qui pourrait déclencher un audit et geler tous les actifs de la famille. Quel genre de décision? Demandai-je prudemment. Les revenus du bail minier, pour commencer.
Des méthodes comptables très créatives pour minimiser l'impôt à payer. Ensuite, il y a la question de certains contrats de construction qui ont été achevés avec, disons, une adhésion flexible au code du bâtiment. Robert attrapa mon bras, secouant violemment la tête. C'étaient clairement des mensonges conçus pour me faire peur et me pousser à coopérer. Monsieur Torres, dis-je, si vous aviez des preuves d'actes répréhensibles réels, vous les auriez utilisées il y a des années au lieu de voler l'argent de l'entreprise de mon père. Qui dit que j'ai volé quoi que ce soit? La voix de Torres devint froide. Les accusations de votre père n'ont jamais été prouvées au tribunal. C'étaient juste les délires paranoïaques d'un homme malade qui ne supportait pas d'avoir un partenaire plus jeune et plus innovant. L'audace de ces mensonges était à couper le souffle. Je vais vous dire quoi, dis-je. Pourquoi ne pas passer à la maison cet après-midi? On pourra en discuter en personne. Alice, non, murmura Robert d'un ton pressant. Excellent, dit Torres. J'y serai à 14 heures. Et Madame Hartwell, j'espère que vous serez plus raisonnable en personne que vous ne l'êtes au téléphone. Après qu'il ait raccroché, Robert me regarda comme si j'avais perdu la tête. Alice, tu ne peux pas le laisser venir ici. Il est dangereux et il est désespéré. Les gens font des choses stupides quand ils sont désespérés. C'est exactement pourquoi nous devons gérer cela avec soin. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Monsieur Mitchell. Nous ne rencontrerons pas Torres seul. 1 heure plus tard, Monsieur Mitchell est arrivé avec 2 autres personnes. Le détective Sarah Martinez de la division des fraudes de la police d'État et l'agent du FBI David Park de l'unité des crimes en col blanc. Torres ne le sait pas encore, a expliqué le détective Martinez, mais il fait l'objet d'une enquête fédérale depuis 18 mois. Nous avons monté un dossier basé sur des plaintes de cette famille différente dont il a détruit les entreprises. Le problème est que la plupart de ces victimes étaient trop gênées ou financièrement dévastées pour engager des poursuites. L'agent Park a ajouté, Torres est très prudent pour couvrir ses traces et discréditer quiconque essaie de l'exposer. Mais maintenant, il fait une erreur, a dit Monsieur Mitchell. En vous menaçant et en tentant d'extorquer des honoraires de consultation, il nous donne des motifs pour une arrestation immédiate. À 14 heures précises, Vincent Torres a frappé à notre porte d'entrée. J'ai ouvert pour trouver un homme qui ne ressemblait en rien au cerveau criminel confiant que j'avais imaginé. Torres était plus petit que la moyenne, probablement dans la mi-cinquantaine, avec des cheveux clairsemés et un costume cher qui ne pouvait pas tout à fait dissimuler son désespoir. Madame Hartwell, dit-il avec un charme étudié. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Entrez, dis-je. Il y a des gens que j'aimerais que vous rencontriez. Le regard sur le visage de Torres lorsqu'il a vu le détective Martinez et l'agent Park valait chaque moment d'anxiété que j'avais ressenti à propos de cette réunion. Vincent Torres, a dit l'agent Park en se levant et en montrant son badge. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d'argent et extorsion. Alors que les menottes se refermaient autour des poignets de Torres, il me regarda avec une haine non dissimulée. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez avec cet accord minier. Ces entreprises vous dévoreront. Peut-être, dis-je calmement. Mais au moins, ce ne sont pas des criminels. Alors que la voiture de police disparaissait dans notre allée avec Torres à l'arrière, Robert se tourna vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Alice, comment savais-tu qu'il fallait appeler le FBI? Je ne le savais pas, admis-je, mais la lettre de papa mentionnait que Monsieur Mitchell avait pour instruction de les contacter si Torres tentait d'approcher notre famille. J'ai pensé que ça valait un coup de fil. Tu l'as piégé, dit Robert avec admiration. Non, je corrigeai. Je lui ai donné assez de cordes pour se pendre. Il y a une différence. Mais même si je ressentais un soulagement à l'arrestation de Torres, je savais que ce n'était que le début. Dans 2 jours, des représentants de Mountain View Mining arriveraient pour entamer des négociations sérieuses sur l'achat des droits miniers. Et contrairement à Torres, c'étaient des hommes d'affaires tout à fait légitimes qui s'attendraient à ce que je sache exactement ce que je faisais. Les représentants de Mountain View Mining sont arrivés jeudi matin dans un convoi qui ressemblait à une visite présidentielle. 3 VUS noirs, 7 personnes en costume cher, et assez de mallettes pour approvisionner un cabinet d'avocats. Je les ai rencontrés dans le bureau de papa, que j'avais préparé en enlevant toutes les photos de famille et les objets personnels qui pourraient me faire paraître naïve ou émotive. Robert s'est assis à côté de moi, prenant des notes et posant des questions techniques qui démontraient que nous n'étions pas de parfaits amateurs. Madame Hartwell, a dit le docteur Sarah Chen,
la négociatrice en chef de Mountain View. Nous sommes très excités par le potentiel de votre propriété. Nos études géologiques indiquent des gisements minéraux qui pourraient être extrêmement précieux pour les deux parties. Elle a étalé des graphiques et des rapports techniques qui ressemblaient à quelque chose tiré d'un manuel de science. Cependant, a poursuivi le Dr Chen, je veux être complètement transparente avec vous sur les défis que comporte ce projet. L'extraction minière est une entreprise complexe et à long terme, avec des considérations environnementales et logistiques importantes. Ce n'était pas le discours de vente agressif que j'attendais. Au lieu de cela, le Dr Chen expliquait les problèmes potentiels. Notre offre initiale de 65 millions de dollars est basée sur les prix actuels du marché et les estimations des coûts d'extraction. Mais ces chiffres pourraient changer de manière significative en fonction de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Réglementations environnementales, fluctuations du marché, difficultés d'extraction ou changements dans la demande de terres rares. Robert se pencha en avant. Essayez-vous de nous dissuader de vous vendre? Le Dr Chen sourit. En fait, nous essayons de nous assurer que vous comprenez exactement ce que vous acceptez. Mountain View a été échaudé par le passé par des propriétaires qui avaient des attentes irréalistes concernant les opérations minières. Nous trouvons qu'une communication honnête dès le départ évite des litiges juridiques coûteux plus tard. Elle me tendit un document beaucoup plus épais que ce que j'avais prévu. Ceci est notre offre complète, y compris tous les termes et conditions. Je vous recommande vivement de la faire examiner par des avocats spécialisés en droit minier, pas seulement des avocats généralistes. J'ai passé l'heure suivante à poser des questions que M. Mitchell m'avait aidé à préparer. Le Dr Chen a répondu à chacune d'elles de manière approfondie, sans jamais paraître impatiente ou condescendante. Madame Hartwell, dit-elle enfin. Puis-je vous demander pourquoi vous envisagez de vendre les droits purement et simplement plutôt que de négocier un accord de bail avec des paiements de redevances? C'était une bonne question, une que Robert et moi avions longuement discutée. Mon père a passé 15 ans à gérer un accord de bail, dis-je. Il fournissait un revenu stable, mais il nécessitait aussi une attention constante et une expertise que je ne suis pas sûr de pouvoir fournir à long terme. C'est un argument valable, a reconnu le Dr Chen. La gestion des baux peut être complexe, mais je veux m'assurer que vous avez envisagé toutes vos options. Elle a sorti un autre document, une analyse détaillée des différentes structures financières pour notre accord. Un achat direct vous donne de l'argent immédiat, mais aucun revenu continu. Un bail avec redevance fournit moins d'argent au départ, mais des rendements totaux potentiellement beaucoup plus élevés au fil du temps. Il y a aussi une option hybride, un achat partiel avec des redevances réduites qui vous donne une somme importante immédiatement plus une sécurité de revenus à long terme. J'ai regardé Robert, qui a haussé les épaules. C'est ta décision, Alice. Papa t'a laissé ça pour une raison. Ce soir-là, après le départ de l'équipe de Mountain View, Robert et moi nous sommes assis dans la cuisine pour discuter des différentes offres. L'option hybride me semble la plus logique, a dit Robert. 40 millions d'avance, plus des redevances qui pourraient totaliser entre 30 et 50 millions supplémentaires sur 25 ans. Mais et si le marché des terres rares s'effondre? Et si les réglementations environnementales arrêtent l'exploitation? Et si Mountain View fait faillite? Et si tu te fais frapper par la foudre? A rétorqué Robert. Alice, tu ne peux pas prendre de décision basée sur toutes les catastrophes possibles. Parfois, il faut faire confiance au fait que les choses s'arrangeront. C'était un bon conseil, mais je n'étais pas prête à prendre une décision de 70 millions de dollars après 2 jours de réflexion. J'ai besoin de plus de temps, ai-je dit. Combien de temps de plus? Le Dr Chen a dit que je pouvais prendre jusqu'à 60 jours pour décider. Je veux utiliser au moins une partie de ce temps pour vraiment comprendre ce que je choisis. Robert a hoché la tête. C'est intelligent. Mais Alice, pendant que tu y réfléchis, il y a autre chose dont nous devons discuter. Il a sorti un dossier que je n'avais pas vu auparavant. J'ai fait des recherches sur le passé de Torres, j'essaie de comprendre comment je me suis fait avoir aussi complètement. La voix de Robert était calme, presque honteuse. Ce que j'ai découvert, c'est que Torres ne m'a pas seulement ciblé au hasard. Il recherche spécifiquement des familles avec des parents vieillissants qui possèdent des actifs de valeur. Il m'a tendu une coupure de journal d'une ville de l'Ohio. Cette famille possédait une entreprise de camionnage d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Quand le père est tombé malade, Torres a approché le fils avec des services de conseil et des idées d'expansion. En 18 mois, l'entreprise était en faillite et la famille avait tout perdu. J'ai lu l'article, me sentant mal.
Le schéma était identique à ce qui avait failli nous arriver. Torres cible les familles en période de crise parce que c'est à ce moment-là que les gens sont les plus vulnérables à la manipulation, a poursuivi Robert. Il recherche spécifiquement les situations où les enfants adultes prennent des décisions d'héritage tout en faisant face au deuil et au stress. Combien de familles a-t-il détruites? Au moins 7 que j'ai pu documenter. Probablement plus qui n'ont jamais été signalées. Robert a croisé mon regard. Alice, je veux que tu saches que si papa n'avait pas structuré son testament comme il l'a fait, Torres aurait tout eu. Pas seulement l'entreprise de construction, mais aussi des informations sur les droits miniers. Toute l'étendue de ce que papa avait empêché m'a frappé comme un coup physique. Papa ne m'a pas seulement protégé, dis-je lentement. Il nous a protégés tous les deux. Ouais, a acquiescé Robert. Et maintenant, c'est à nous de nous assurer que sa protection n'a pas été vaine. 3 semaines après le début de ma période de décision de 60 jours, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Miss Hartwell, ici Jennifer Torres. Mon sang se glaça. Êtes-vous parente avec Vincent Torres? Malheureusement, oui. Vincent est mon ex-mari. Sa voix portait un mélange d'épuisement et de détermination. Je vous appelle parce que j'ai des informations sur votre situation que je pense que vous devez entendre. Contre l'avis de Robert, j'ai accepté de rencontrer Jennifer dans un café de la ville voisine. Elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, une femme d'une quarantaine d'années à l'air fatiguée, avec des yeux intelligents et des mains calleuses qui suggéraient qu'elle travaillait pour gagner sa vie. Vincent m'a appelé de prison, commença-t-elle sans préambule. Il est furieux de son arrestation et il n'arrête pas de fulminer contre votre famille et l'argent de la mine. Qu'est-ce qu'il a dit? Jennifer sortit un carnet. Il m'a dit que vos droits miniers valent beaucoup plus que ce que Mountain View propose. Il prétend avoir des informations privilégiées sur les prix des terres rares qui suggèrent que vous pourriez obtenir le double de ce qu'il propose. Je sentis un frisson de malaise. Comment le saurait-il? C'est ce dont je voulais vous avertir, dit Jennifer. Vincent n'a pas d'informations privilégiées sur les prix des minéraux. Ce qu'il a, c'est une habitude de dire aux gens que leurs actifs valent plus qu'ils ne le sont en réalité, puis de se positionner comme l'expert qui peut leur obtenir une meilleure offre. Elle ouvrit son carnet à une page couverte de son écriture. Après que Vincent vous a approché, il a commencé à passer des appels pour essayer de trouver d'autres sociétés minières qui pourraient être intéressées par votre propriété. Il prévoyait de vous contacter à nouveau et de prétendre qu'il avait découvert une guerre d'enchères pour vos droits miniers. Mais il est en prison. Vincent a des associés qui ne sont pas encore en prison, dit Jennifer d'un air sombre. Je vous dis ça parce que Vincent a détruit l'entreprise de ma famille il y a 15 ans en utilisant exactement ces tactiques. Il a convaincu mon père que son entreprise de fabrication valait beaucoup plus que les offres qu'il recevait. Puis il a aidé à négocier un accord qui a laissé ma famille sans rien. Jennifer sortit une photographie. Un homme d'âge moyen debout devant une usine. Mon père a passé 40 ans à construire cette entreprise. Après que Vincent en ait eu fini avec lui, papa a tout perdu et est mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient. Je ne veux pas que cela arrive à une autre famille. Pourquoi m'aidez-vous? Je suis la raison pour laquelle votre ex-mari est en prison. Jennifer sourit sinistrement. Vincent a fait des allers-retours en prison pendant des années. La différence, c'est que cette fois, les accusations pourraient réellement tenir. Votre coopération avec le FBI leur a donné des preuves qu'ils essayaient de recueillir depuis 2 ans. Elle me tendit une carte de visite. C'est le numéro de l'agent Park. Les associés de Vincent ne savent pas que je coopère avec l'enquête du FBI. Si quelqu'un vous approche en prétendant représenter des intérêts miniers alternatifs ou en offrant de maximiser la valeur de vos droits miniers, appelez immédiatement l'agent Park. Comment saurais-je si quelqu'un travaille avec Torres? Ils vous diront que Mountain View vous arnaque. Ils prétendront avoir des relations avec des sociétés minières chinoises ou européennes qui paient des prix plus élevés. Ils proposeront de vous représenter pour un petit pourcentage de la valeur augmentée. La voix de Jennifer était amère d'expérience. Et ils seront très charmants, très convaincants, et très préoccupés par votre bien-être financier. Ce soir-là, j'ai appelé le Dr Chen à Mountain View Mining. Dr Chen, j'ai une question hypothétique. Si quelqu'un me disait que les sociétés minières chinoises paient généralement des prix plus élevés pour les droits sur les terres rares que les sociétés américaines, serait-ce exact? Il y eut une pause. Miss Hartwell, quelqu'un vous a-t-il approché avec cette affirmation?
C'est hypothétique. Eh bien, hypothétiquement parlant, cette affirmation serait fausse. Les sociétés minières chinoises sont généralement plus intéressées par l'achat de matériaux extraits que par l'acquisition de droits miniers étrangers. La plupart des transactions internationales impliquent une complexité réglementaire beaucoup plus grande et des coûts juridiques considérablement plus élevés. La voix du docteur Chen portait une note d'inquiétude. Puis-je vous demander pourquoi vous posez cette question? J'ai expliqué l'avertissement de Jennifer sans mentionner Torres par son nom. Madame Hartwell, je veux que vous sachiez que notre offre est basée sur des calculs standards de l'industrie et les conditions actuelles du marché. Si vous recevez des offres concurrentes, je vous encourage à les faire examiner par des avocats indépendants spécialisés en droit minier. Mais s'il vous plaît, soyez très prudente avec quiconque vous approche avec des promesses de paiement considérablement plus élevées. Pourquoi? Parce que les sociétés minières légitimes ne fonctionnent pas de cette façon. Nous n'envoyons pas de représentants au domicile des gens pour faire des offres surprises, et nous ne promettons pas de rendement significativement supérieur au taux du marché. Le docteur Chen fit une pause. Les combines frauduleuses sur les droits miniers sont malheureusement courantes. Le FBI a plusieurs enquêtes en cours sur des criminels qui ciblent spécifiquement les propriétaires de terrains avec des gisements minéraux de valeur. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que la protection de papa ne s'était pas arrêtée avec sa mort. En me laissant les droits miniers au lieu de Robert, il m'avait donné quelque chose que Torres ne pouvait ni manipuler ni voler, mais seulement si j'étais assez intelligente pour ne pas devenir avide. 2 jours plus tard, un homme du nom de David Wu m'a appelé pour me dire que son consortium minier international pouvait m'offrir 90 millions de dollars pour mes droits miniers, avec un minimum de paperasse et un paiement immédiat. J'ai raccroché et j'ai appelé l'agent Park. Monsieur Wu est le neveu de Vincent Torres, m'a dit l'agent Park. Merci d'avoir appelé au lieu de le rencontrer. Vous venez de nous aider à ajouter une autre charge à l'acte d'accusation de Torres. Cette nuit-là, Robert et moi avons pris notre décision concernant l'offre de Mountain View. L'option hybride, dis-je. 40 millions d'avance plus des redevances. Tu es sûr? Je suis sûr que papa n'a pas économisé cet argent pour moi pour que je le perde au profit de criminels, ai-je répondu. Et je suis sûr que c'est l'avidité qui met les gens dans le pétrin avec des gens comme Torres. Robert sourit. Papa serait fier de toi. Papa serait fier de nous, je corrigeai. Nous agissons enfin comme une famille. La cérémonie de signature du contrat minier de Mountain View était prévue pour un vendredi matin dans la salle de conférence de Monsieur Mitchell. J'avais passé la nuit précédente à lire une dernière fois l'accord de 40 pages, m'assurant de comprendre chaque clause et condition. Mais quand je suis arrivé au cabinet d'avocat, j'ai trouvé Robert qui attendait sur le parking avec une expression sombre. Alice, nous avons un problème, dit-il. Torres s'est évadé de la prison du comté la nuit dernière. Mon sang se glaça. Comment est-ce possible? Apparemment, il a eu de l'aide de l'extérieur. Le FBI pense que c'est son neveu, David Wu, mais ils n'ont encore trouvé aucun des deux. La voix de Robert était tendue d'inquiétude. L'agent Park m'a appelé il y a 1 heure. Il recommande que nous reportions la signature jusqu'à ce que Torres soit recapturé. Pour combien de temps? Ils ne savent pas. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. Je regardais l'immeuble du cabinet d'avocat, pensant à tout ce que nous avions traversé pour arriver à ce moment. La mort de papa, la lecture du testament, les menaces de Torres, les négociations prudentes avec Mountain View, tout cela menant à ce matin. Non, dis-je enfin. Non quoi? Nous ne reportons pas Torres à terroriser notre famille assez longtemps. Je ne vais pas le laisser continuer à contrôler nos décisions, même quand il est en fuite. Robert avait l'air incertain. Alice, l'agent Park pense que Torres pourrait tenter quelque chose de désespéré. Il fait face à des accusations fédérales qui pourraient l'envoyer en prison pour 20 ans. Il n'a plus rien à perdre. C'est exactement pourquoi nous terminons ça aujourd'hui, dis-je fermement. Une fois que le contrat sera signé et que l'argent sera transféré, Torres n'aura aucune raison de s'en prendre à nous. Il n'y aura plus rien à voler pour lui. À l'intérieur du cabinet d'avocat, le docteur Chen et son équipe attendaient avec du champagne et des félicitations. Quand j'ai expliqué la situation avec Torres, son expression est devenue sérieuse. Madame Hartwell, si vous ne vous sentez pas en sécurité, nous pouvons certainement reporter cette signature. Votre sécurité est plus importante que notre calendrier. J'apprécie, mais je veux avancer, dis-je. Le plus tôt ce marché sera conclu, le plus tôt Torres deviendra sans importance dans ma vie.
Le processus de signature a duré 2 heures. Chaque page nécessitait mes initiales. Chaque clause nécessitait une confirmation finale. Chaque chiffre devait être vérifié par rapport à nos négociations précédentes. Mais finalement, le Dr Chen m'a tendu un stylo pour la dernière signature. « Félicitations, Madame Hartwell », dit-elle alors que je signais mon nom. « Vous êtes maintenant plus riche de 40 millions de dollars. Avec des paiements de redevances qui commenceront dès que nous entamerons les opérations d'extraction. » Alors que l'équipe de Mountain View rangeait ses documents, la secrétaire de Monsieur Mitchell a frappé à la porte de la salle de conférence. « Monsieur Mitchell, il y a un certain Vincent Torres ici qui demande à voir Madame Hartwell. Il dit que c'est une affaire urgente concernant ses droits miniers. » La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Chen avait l'air confus. Robert avait l'air terrifié. Etage M. Mitchell a immédiatement pris son téléphone pour appeler la police. « N'appelez personne, dis-je doucement. Laissez-le entrer. » « Alice, absolument pas, » protesta Robert. « Il est désespéré et potentiellement dangereux. C'est pourquoi je veux mettre un terme à ça en face à face, » ai-je répondu. J'en ai assez d'avoir peur de Vincent Torres. Contre l'avis de tout le monde, j'ai dit à la secrétaire de faire entrer Torres dans la salle de conférence. Il avait l'air terrible, non rasé, portant des vêtements froissés et avec l'expression hagarde de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Mais sa voix était toujours douce et confiante quand il a parlé. « Madame Hartwell, je suis content de vous avoir attrapé avant que vous ne fassiez une terrible erreur, » dit-il en jetant un regard dédaigneux à l'équipe de Mountain View. « J'ai des informations sur vos droits miniers qui pourraient vous faire économiser des millions de dollars. » « Vraiment, » dis-je calmement. « De quelles informations s'agit-il » Torres sortit un dossier qui avait l'air suspicieusement officiel. « J'ai été en contact avec des sociétés minières européennes spécialisées dans l'extraction de terres rares. Elles sont prêtes à vous offrir 75 millions de dollars pour vos droits miniers. 35 millions de plus que ce que cette société américaine propose. » Le docteur Chen commença à parler, mais je levai la main pour l'arrêter. « Cela semble très impressionnant, Monsieur Torres, dis-je. Puis-je voir les documents de l'offre » Torres hésita un instant, juste assez longtemps pour que je réalise que son dossier contenait des papiers vierges ou des formulaires photocopiés qui n'étaient pas de véritables offres légales. « Les documents sont encore en cours de préparation par leur équipe juridique, dit-il. Mais je peux vous garantir que si vous attendez 24 heures avant de signer avec Mountain View, vous aurez de multiples offres concurrentes qui augmenteront considérablement votre paiement final. » Monsieur Torres, dis-je en me levant de la table de conférence. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Je lui tendis le contrat signé de Mountain View. Je viens de vendre mes droits miniers à Mountain View Mining pour 40 millions de dollars plus des redevances. L'accord est conclu. L'argent a été transféré et il n'y a plus rien à voler à ma famille. Torres regarda le contrat, son visage passant par l'incrédulité, la rage et enfin le désespoir. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, grogna-t-il. Cette société européenne allait vous payer 75 millions de dollars. Vous venez de vous coûter 35 millions de dollars parce que vous étiez trop stupide pour attendre un jour. Ou, dis-je calmement, je viens de vous empêcher de m'escroquer de 40 millions de dollars avec une fausse offre d'une société qui n'existe pas. La façade confiante de Torres se fissura enfin complètement. Ce n'est pas fini, dit-il, sa voix tremblant de fureur. Votre famille a détruit ma vie et je vais. Il ne finit jamais la menace. L'agent Park et 2 autres agents du FBI entrèrent dans la salle de conférence et arrêtèrent Torres pour la 2e fois en 3 semaines. Alors qu'il l'emmenait menotté, Torres me regarda avec une haine pure. « Vous pensez avoir gagné » cria-t-il. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez avec cet argent de la mine. Il va vous ruiner, tout comme il a ruiné tous les autres qui se croyaient plus malins que moi. » Après le départ de Torres, la salle de conférence fut silencieuse un long moment. « Madame Hartwell, » dit enfin le docteur Chen. « Je dois vous demander, comment saviez-vous que son offre européenne était fausse ?» Je souris. Parce que les sociétés minières légitimes n'envoient pas de condamnés évadés pour négocier des accords de plusieurs millions de dollars. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de la ferme, regardant les équipes de construction installer des panneaux solaires sur le toit de la grange. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le jardin où maman m'avait appris à cultiver des légumes. Et pour la première fois depuis la mort de papa, l'avenir me semblait plein de possibilités au lieu de problèmes. Le premier chèque de redevance de Mountain View était arrivé la semaine précédente,
200 000 $ pour les 6 premiers mois d'opération d'extraction. Le docteur Chen m'avait appelé pour me dire que les gisements minéraux étaient encore plus riches que ceux que leurs études initiales avaient indiqués, ce qui signifiait que les futurs paiements de redevances seraient probablement plus élevés que prévu. Mais ce n'était pas l'argent qui me faisait me sentir riche. C'était l'appel que j'avais reçu ce matin-là de l'agent Park. Vincent Torres a été condamné hier, m'avait-il dit. 22 ans de prison fédérale pour fraude, complot et blanchiment d'argent dans plusieurs États. Son neveu, David Wu, a eu 15 ans. Grâce à votre coopération, nous avons pu monter un dossier qui les a finalement mis tous les deux hors d'état de nuire de façon permanente. 22 ans. Torres aurait près de 80 ans à sa libération, en supposant qu'il vive aussi longtemps. Agent Park, avais-je demandé, qu'est-il arrivé aux autres familles que Torres a escroquées? Celles qui ont perdu leurs entreprises. C'est la meilleure nouvelle, avait-il répondu. Torres a été condamné à verser une restitution intégrale à toutes ses victimes. Le tribunal liquide ses actifs restants et les distribue aux familles qu'il a détruites. Cela ne les rendra pas entières, mais c'est quelque chose. Après avoir raccroché, je m'étais assise dans le bureau de papa, pensant à la lettre qu'il m'avait écrite sur la compréhension de la différence entre vouloir quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Ce que je voulais, c'était la vengeance contre Torres, la justice pour ce qu'il avait essayé de faire à notre famille, et la preuve que j'étais assez forte pour protéger ce qui comptait. Ce dont j'avais besoin, c'était la sécurité, la tranquillité d'esprit, et la connaissance que d'autres familles ne souffriraient pas comme nous avions failli le faire. Parfois, vouloir et avoir besoin se révèlent être la même chose. Robert m'a trouvé dans le jardin cet après-midi-là, en train d'examiner les plans d'architecte pour les rénovations de la maison. L'entrepreneur dit qu'ils peuvent commencer la cuisine la semaine prochaine, dit-il en s'installant dans le fauteuil de jardin à côté de moi. Es-tu sûr de vouloir faire tous ces travaux au lieu de simplement construire une nouvelle maison ailleurs? C'est chez moi ici, dis-je simplement. D'ailleurs, papa aurait adoré voir la ferme restaurée correctement. Robert hocha la tête, comprenant. Il vivait dans l'ancienne chambre de papa depuis 4 mois maintenant. Dirigeant l'entreprise de construction avec une compétence et un dévouement qui auraient rendu notre père fier. La restriction de 5 ans sur la vente de l'entreprise ne s'était pas avérée être un fardeau. Elle s'était avérée être un cadeau qui avait forcé Robert à ralentir et à construire quelque chose de durable au lieu de simplement rentable. Alice, je dois te dire quelque chose, dit Robert, sa voix portant ce ton sérieux qui m'avait autrefois rendue nerveuse, mais qui maintenant me faisait simplement prêter attention. J'ai réfléchi à ce que papa a écrit dans sa lettre sur le fait que la famille doit prendre soin les uns des autres. Je veux que tu saches que si jamais il m'arrive quelque chose, ma part de l'entreprise de construction te reviendra, pas à ma fille, Madison. Je levai les yeux des plans d'architecte. Robert, ça n'a pas de sens. Madison est ton enfant. Madison a 7 ans, répondit Robert. Le temps qu'elle soit assez grande pour diriger une entreprise, elle ne voudra peut-être pas vivre à Millfield ou travailler dans la construction. Mais si quelque chose m'arrive avant qu'elle ne soit grande, je veux qu'elle ait un tuteur qui l'aidera à prendre de bonnes décisions concernant l'argent et la famille. Il me tendit un document juridique. J'ai travaillé avec Monsieur Mitchell pour créer une fiducie pour Madison avec toi comme fiduciaire. Si elle veut s'impliquer dans l'entreprise familiale quand elle sera plus âgée, les actions sont là pour elle. Si elle veut faire autre chose de sa vie, tu peux vendre l'entreprise et utiliser l'argent pour son éducation ou tout ce dont elle a besoin. J'ai lu les documents de la fiducie, frappé par la minutie avec laquelle Robert avait réfléchi à chaque possibilité. C'est très généreux, dis-je. Mais Madison a une mère. Jennifer ne voudra peut-être pas que je prenne des décisions sur l'avenir de sa fille. J'ai déjà parlé à Jennifer à ce sujet, dit Robert. Elle pense que tu serais une bonne influence sur Madison. Elle pense aussi que Madison devrait grandir en connaissant la famille qui s'est assez souciée de protéger son père de ses propres mauvaises décisions. Ce soir-là, Jennifer a appelé de Californie. Alice, Robert m'a parlé de la fiducie qu'il met en place pour Madison. Je voulais te remercier d'avoir accepté d'être la fiduciaire. Je n'ai pas encore accepté, dis-je honnêtement. Être responsable de l'avenir financier d'un enfant est un grand engagement. Tout comme être responsable de 40 millions de dollars de droits miniers, a souligné Jennifer. Mais tu as plutôt bien géré ça. Elle avait raison. Jennifer, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi es-tu prête à me faire confiance pour des décisions sur l'avenir de Madison? Nous nous connaissons à peine.
Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde. Parce que quand Vincent a essayé de détruire votre famille, vous ne vous êtes pas seulement protégé. Vous vous êtes assuré qu'il soit arrêté pour qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. 2 semaines plus tard, Madison est venue nous rendre visite pour les vacances de printemps. Elle était une version miniature de Robert, confiante, curieuse et encline à poser des questions difficiles. Tante Alice, dit-elle le 2e jour à la ferme. Papa dit que tu es riche maintenant parce que grand-père t'a laissé de la terre spéciale. Quelque chose comme ça, ai-je répondu en l'aidant à planter des graines de tomates dans le vieux jardin de maman. Vas-tu déménager dans une grande ville comme celle où papa habitait avant? Non, ma chérie. Je vais rester ici. Madison réfléchit sérieusement à cela. Bien. Papa est plus heureux ici qu'il ne l'était à New York. Il sourit plus maintenant. La vérité sort de la bouche des enfants. Cette nuit-là, après que Madison se soit endormie dans ma vieille chambre, Robert et moi nous sommes assis sur le porche, partageant une bouteille de vin et regardant les étoiles apparaître au-dessus des champs où nous avions joué enfant. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si papa avait tout divisé équitablement entre nous, a demandé Robert. J'y ai réfléchi. Tu aurais voulu vendre les droits miniers immédiatement et investir l'argent dans l'expansion de l'entreprise de construction. Probablement, a admis Robert. Et Torres m'aurait convaincu de le faire partenaire dans l'expansion. Et en 2 ans, Torres aurait tout volé, l'argent de la mine, l'entreprise de construction, et probablement notre relation de frères et sœurs. Donc, le testament de papa n'était pas seulement une question d'argent, a dit Robert lentement. C'était pour sauver notre famille. Ouais, ai-je acquiescé. Papa a compris quelque chose que nous n'avions pas compris. Que parfois, protéger les gens de ce qu'ils veulent est la meilleure façon de leur donner ce dont ils ont besoin. Assise là dans l'obscurité, entourée des bruits de la ferme et de la chaleur de la famille, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de papa n'avait pas été 40 millions de dollars de droits miniers. C'était de m'avoir appris la différence entre être riche et être fortuné. Être riche, c'est avoir de l'argent. Être fortuné, c'est avoir quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la famille, l'héritage et la découverte d'une force que vous ne saviez pas que vous aviez. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces leçons importantes sur la reconnaissance de votre propre valeur et la défense de ce qui est juste, même lorsque les membres de la famille essaient de vous convaincre du contraire. N'oubliez pas, parfois les personnes qui vous sous-estiment le plus sont celles qui vous connaissent le moins. Et parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de laisser quelqu'un prendre une décision qui le détruira. La ferme a encore besoin de travaux. Madison vient nous rendre visite tous les étés maintenant, et l'entreprise de construction de Robert prospère sous sa gestion attentive. Mais la chose la plus précieuse que j'ai héritée de papa n'était ni l'argent ni la propriété. C'était la compréhension que la vraie force ne consiste pas à prendre ce que l'on veut. Elle consiste à protéger ce qui compte le plus.